Bienvenue à tous au webinaire de présentation de la FAQ Gestion d'un dossier leg. Je suis Claire Bourdon, chargée d'animation de réseau chez France Générosité et je suis accompagnée par Héloïse Martin de l'AFF et nos trois chers intervenants pour vous présenter cette nouvelle ressource qu'est la FAQ. Petite précision technique, il s'agit d'un format webinaire. Donc, vous ne pouvez pas activer vos micros et caméras, c'est normal. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le module Q&R. Et si vous avez plutôt des commentaires, n'hésitez pas à échanger dans la partie discussion. Héloïse, je te laisse la parole. Oui, merci Claire. Bonjour et bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver. Je vois qu'on est très nombreux ce matin. Donc l'AFF est ravie de co-organiser avec France Générosité ce webinaire et voilà, pour partager et mettre en valeur ce travail réalisé sur les libéralités. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on aura donc un volet sur les libéralités dans le cadre du prochain séminaire qui est organisé par l'Association française des fundraisers. Donc, l'AFF, c'est donc une association qui fédère et qui rassemble donc les professionnels de la collecte de fonds, surtout sur tous les secteurs de l'intérêt général. Et elle forme et accompagne aussi les fundraisers à travers des séminaires et des conférences, et notamment donc, le prochain temps fort de l'AFF qui sera le séminaire francophone pour la collecte de fonds qui se déroulera du 21 au 23 juin. Et ce que je voulais vous dire, c'est que donc, on a tout un volet sur la question des legs, avec notamment des sujets sur les legs et la communication, les legs et le digital. Et on aura aussi une intervenante internationale qui vient du Canada, qui nous fait l'honneur de venir depuis le Canada, qui est Ligia Pena, et qui parlera du don mensuel au leg. Voilà. Et on aura aussi par ailleurs une masterclass dédiée à la stratégie 360 des legs. Un grand merci aux intervenants et aussi à Claire pour l'organisation de ce webinaire. Et je vais laisser la parole aux intervenants pour Alors, démarrer, ou à Claire pour la suite. avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais ajouter quelques mots sur France Générosité pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, France Générosité, c'est un syndicat qui regroupe aujourd'hui 128 organisations qui font appel à la générosité du public. Nous avons différentes missions comme celle de défendre les intérêts du secteur, de promouvoir la générosité auprès du grand public et d'accompagner nos membres dans leur stratégie de collecte et de développement, notamment en organisant des webinaires comme celui-ci. Nous offrons aussi des cadres d'échange avec les groupes de travail sur diverses thématiques. Alors, sur les libéralités, oui, mais aussi sur des thématiques juridiques, marketing, collecte, communication, finance. Et c'est ensemble que nous produisons des ressources utiles à tous, donc comme des FAQ, des guides, des fiches pratiques, des benchmarks, des études. Et ces ressources produites par France Générosité sont réservées à nos membres, mais exceptionnellement aujourd'hui, nous mettons notre dernière ressource à disposition du secteur afin d'uniformiser les pratiques. Donc, il s'agit de la FAQ sur la gestion d'un dossier leg, 53 questions-réponses pour vous aider à gérer des libéralités. Et ce guide de survie, on peut l'appeler comme ça, il a été rédigé par nos trois chers intervenants, Anne-Sophie de Jotan, qui fut notre responsable juridique et fiscale jusqu'en janvier, et deux membres de notre groupe de travail Libéralité, Christelle Cohen, responsable du pôle développement des ressources à la Fédération française des chiens guides d'aveugles, et Jean-Charles Courage, responsable des libéralités à l'association L'Ordre de Malte. Donc, un grand merci à nouveau à vous trois pour votre travail et votre présence aujourd'hui. Et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le module Q&R. On y répondra au fur et à mesure. Et c'est le moment où, Anne-Sophie, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais un peu faire l'historique de cette FAQ. En fait, elle est le fruit de nos travaux. Il y a un groupe de travail, Claire l'a mentionné, au sein de France Générosité, qui est un groupe de travail, je dirais, qui est presque
en fait, fait partie du fondement de France Générosité, qui est composé de responsables libéralité et qui, au moment où j'ai quitté France Générosité, avait 47 membres. Et en fait, parmi en fait, les sujets abordés dans ce groupe de travail, il y a de nombreuses questions qui se posent à chacun d'entre nous sur la gestion d'un legs. En fait, souvent, la question part d'un premier tour par mail. Voilà, je rencontre telle problématique. Comment faire? Je pense faire comme ça. Est-ce que c'est la bonne piste ou pas? Et quand cette question devient un peu prégnante, elle arrive sur le bureau du groupe de travail. Et en fait, on a constaté qu'il y en avait un certain nombre qui se posaient. Et on s'est dit, pourquoi ne pas en faire une FAQ? Pourquoi ne pas en faire un ouvrage complet? Alors, complet, il sera toujours incomplet parce qu'il y a des questions qui se posent tous les jours dans notre métier. Et il sera certainement enrichi par la suite. Enfin, bon, voilà, on est déjà quand même arrivé avec Jean-Charles et Christelle à 47 questions qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, on ne les a pas toutes reprises parce que ça serait beaucoup trop long. On a essayé de reprendre celles qui nous semblaient les plus courantes, entre guillemets. Alors, il est évidemment le fruit entre 10 et 20 ans de gestion. Pourquoi Christelle et Jean-Charles? Alors, Christelle et Jean-Charles représentent voilà, l'ensemble du groupe de travail. On ne pouvait pas, évidemment, faire ce questionnaire à 47, c'était un petit peu long. Donc, en fait, c'est le fruit d'un sous-GT, mais voilà, ça reprend tout le travail du GT. Voilà, on va vous rentrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par poser une première question à Christelle, oui, qui est déjà à la fin. Voilà, la première question. Ah oui, précision, comme Claire vous l'a dit, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on va prendre 3 temps de questions-réponses. En fait, on s'est dit qu'on on a découpé en 3 thèmes et à la fin de chaque thème, vous pourrez poser vos questions pour que ça soit un peu plus vivant et puis pour pas que vous attendiez la fin de la présentation pour les poser. Donc, première question, Christelle. Une personne est décédée. On sait qu'elle a testé en faveur de notre organisme. Comment est-on informé du décès et que fait-on quand on a connaissance d'un décès? Alors, dans la plupart des cas, nous sommes informés du décès par un notaire. On peut l'être également par un proche ou un voisin ou éventuellement par la police. Ça m'est arrivé au moins une fois. Donc, l'urgence, déjà, c'est de se renseigner pour savoir s'il y a des animaux au domicile de la personne décédée et prendre les mesures qui sont nécessaires pour que ces animaux soient pris en charge. Il faut aussi se renseigner pour savoir s'il faut éventuellement organiser les obsèques de la personne. Donc, je dirais que la pièce principale à obtenir, c'est un extrait d'acte de décès, puisque ça nous permettra d'interroger la JIRA pour savoir s'il y a un contrat obsèques éventuellement qui nous permettra d'organiser ces fameux obsèques. Ça nous permet également d'interroger la DSN pour vérifier qu'il n'y aurait pas un autre testament et d'avoir connaissance de toutes les dispositions de dernière volonté prises par la personne. Et en 3, ça nous permet aussi d'organiser un inventaire rapidement. On en parlera plus en profondeur tout à l'heure de l'inventaire, mais l'inventaire est un des points clés de l'organisation du règlement de la succession. Voilà. Deuxième question. Quand il y a eu une employée à domicile, que faut-il faire? Alors, il faut procéder à son licenciement. Pour ce faire, il faut lui faire un courrier recommandé avec accusé de réception. Éventuellement, si on a eu le temps de faire l'inventaire, il faut essayer d'avoir trouvé sur place le contrat de travail, les fiches de salaire et autres qui permettent de calculer les indemnités de licenciement, congés payés et autres. Si ce n'est pas le cas, il faut la contacter, lui demander de nous envoyer tous ces éléments pour calculer ce qui lui reste dû. Alors, le décès, c'est une rupture du contrat de travail, ça entraîne le licenciement. Ça ne dispense pas de faire un courrier recommandé avec accusé de réception à l'employé. En revanche, il n'y a pas besoin de faire un entretien préalable au licenciement. Voilà. Et puis, pour tout ce qui est calcul d'indemnité, remise des documents obligatoires, soit vous avez quelqu'un en interne qui peut s'en occuper, soit votre expert comptable, s'il est sympa, peut le faire. Sinon, le notaire, éventuellement, moyennant honoraire, ou un avocat avec qui vous avez l'habitude de travailler.
Et il ne faudra surtout pas omettre de faire le nécessaire auprès de l'URSSAF, puisque il y aura éventuellement des charges à payer. Voilà. Donc, il faut envoyer à l'URSSAF les documents de fin de contrat pour qu'ils nous disent ce qu'on doit. Merci Christelle. Maintenant, une question pour Jean-Charles, qui se pose très fréquemment et qui pose souvent question. Il s'agit de la concession funéraire. En effet, qui peut entretenir cette concession funéraire et la concession funéraire peut-elle être renouvelée? On rappelle que c'est un particulier qui a acheté un droit, une place, un emplacement dans un cimetière pour sa famille, mais que la structure est une personne morale. Donc, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Merci Jean-Charles. Merci Anne-Sophie. Alors, en fait, ce qu'on peut dire, il faut dissocier en fait deux sujets, c'est-à-dire en fait l'entretien de la concession et le renouvellement. Ce que l'on peut dire en ce qui concerne l'entretien, c'est que on peut dresser une typologie des actes d'entretien. Il y a des actes qui sont liés à un entretien courant. Donc, on peut penser par exemple au démoussage de la pierre tombale, à son dépoussiérage, à son fleurissement. Donc, pour ce type d'acte, il n'y a pas de difficulté particulière. Normalement, même personne morale, peut prendre l'initiative de faire ces actes-là. Maintenant, parce qu'il n'existe pas de disposition, notamment pour les personnes morales, interdisant de faire ce type d'acte. Donc voilà. Il est important de toute façon, en tout cas de cause, de se référer éventuellement au règlement du cimetière, parce qu'en fait on a donc le code des collectivités territoriales, mais il y a également donc le règlement du cimetière. C'est les deux normes qui peuvent s'appliquer, donc il faut pouvoir les consulter toutes les deux. Donc voilà, donc pour ce premier point, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, lorsque l'on veut faire des travaux plus importants, qui vont éventuellement changer la pierre tombale, faire des travaux de maçonnerie, etc., ce sont des opérations qui demandent l'autorisation de la famille ou des ayants cause de la concession funéraire. Et donc, c'est normalement la famille qui doit faire une demande d'autorisation de travaux au maire. Comme je vous précisais, en fait, il y a généralement donc le fil conducteur en fait est donné par le règlement du cimetière en fait, pour pouvoir instrumenter cette demande. Donc il y a effectivement cette difficulté. Donc voilà, un petit peu pour ce premier point. Maintenant, en ce qui concerne la question du renouvellement, donc ce qu'on peut retenir finalement, c'est que pour ce qui est l'entretien d'une concession funéraire, il y a les choses pour le petit entretien, ça ne pose pas de difficulté. Au contraire, il y a beaucoup d'associations qui fleurissent la tombe de leur bienfaiteur. Et à ma connaissance, on n'est jamais venu les embêter et leur dire que ce n'était pas bien. Maintenant, pour les travaux qui sont plus importants, effectivement, la famille, c'est elle qui a les droits sur la concession. Et effectivement, c'est elle qui effectivement, doit instrumenter cette demande. Maintenant, en ce qui concerne les concessions et le renouvellement des concessions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au titre de l'article 223-15 du Code des collectivités territoriales, à l'échéance de la durée de la concession, les titulaires des droits sur la concession ont un droit de renouvellement. Ils ont un délai de 2 ans pour faire jouer ce droit de renouvellement. Donc, voilà, donc ça c'est ce qui est arrêté dans le cadre donc, du Code des collectivités territoriales. Maintenant, une personne morale peut-elle prendre l'initiative de renouveler une concession? Cette question elle est importante parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que parfois on a des testaments avec des charges testamentaires, on nous demande de renouveler une concession funéraire. Et en l'état actuel du droit, même si il y a eu, cette question a été posée, une personne morale ne peut pas demander le renouvellement d'une concession funéraire. Donc ça, c'est l'état du droit au jour d'aujourd'hui. Maintenant, on n'est pas complètement démuni, parce qu'il est évident que quand on est face à une situation comme celle-là, c'est une situation de blocage, l'exécution d'une charge, c'est quand même quelque chose de sérieux dans le cas d'une succession. Ça peut faire tomber complètement à l'aigle.
Donc, on essaie de trouver des solutions, bien évidemment. Donc, la première solution, c'est d'essayer de trouver donc, des membres de la famille pour pouvoir instruire cette demande, sachant que, bien évidemment, les frais de renouvellement seront pris en charge par l'association. Hein. Donc, ça demande un travail de recherche qui n'est pas forcément très facile, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la concession est d'une certaine manière aussi autonome de la succession. En fait. Elle se transmet suivant les modalités qui ont été précisées dans l'acte de concession. Donc, généralement, c'est la famille, mais donc c'est une sorte de succession anomale. Hein. Donc voilà. Donc la première chose à faire impérativement, c'est d'essayer de trouver des membres de la famille pour pouvoir faire cette demande de renouvellement. Et l'autre solution éventuellement qui peut exister, hein, c'est éventuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette règle que je viens de vous énoncer, c'est qu'elle n'est pas forcément appliquée de manière, on a une tolérance un petit peu administrative, certaines communes, notamment rurales, où en fait, une personne morale, ça s'est déjà trouvé, a pu renouveler une concession funéraire. Donc voilà, donc il faut essayer de voir aussi auprès de la commune voilà, s'il y a un blocage ou pas. Hein. Mais il est clair qu'en région parisienne, dans les zones à forte tension, où effectivement il manque de place dans le cimetière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport aux concessions funéraires. Et pour un petit peu illustrer ce que je vous disais par rapport au fait que une concession funéraire est quelque chose de très particulier, il faut bien savoir qu'une concession funéraire ne peut pas être léguée au terme d'un testament. Parce que la personne, enfin, voilà, il faut, enfin voilà, elle a une vie qui est un petit peu autonome hein, par rapport à la succession. Donc, on ne peut pas accepter, nous, un legs avec une concession funéraire, voilà, n'a pas d'effet pour cette question-là. Voilà. Merci Jean-Charles. Alors, voilà, on voit déjà quelques questions dans le Q&A. Christelle, tu peux les dire comme moi. Je pense qu'il y a un premier temps de questions pour toi et puis après. Alors, il y a une question effectivement concernant l'ADSN. Alors, c'est pas DSN, c'est l'ADSN. L'ADSN, alors c'est un acronyme. Très honnêtement, je ne pourrais pas vous dire à quoi ça correspond parce que je n'ai pas bossé le sujet. C'est l'Association pour le développement du service notarial. Voilà, merci Jean-Charles. C'est une émanation du Conseil supérieur du notariat et ça permet de fournir un certain nombre de services au notariat et notamment il y a un fichier national des testaments. Chaque fois qu'un testament a connaissance, qu'un notaire a connaissance d'un testament, il va l'inscrire au fichier. Et la DSN, c'est le service qui nous permet d'interroger le fichier pour savoir s'il y a des dispositions de dernière volonté et qui les détient. Voilà. Alors, ça ne concerne que les dispositions de dernière volonté qui sont déposées chez un notaire. Hein. S'il y a un testament dans un coffre-fort à la maison ou dans une banque, ça ne sera pas inscrit à ce fichier. Voilà. Mais ça a été créé, je crois, dans les années 70 et ça permet justement de ne pas rater un testament. Avant, c'était une grande rigolade. C'était où était le testament. Donc, c'était un peu la course à l'échalote. Voilà. Merci. Tu as une question sur… Alors, l'AGIRA, c'est la même chose. Alors, c'est quelque chose qui a été créé il y a une dizaine d'années. L'AGIRA, au départ, c'était pour retrouver les contrats d'assurance vie, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de retrouver ces éléments-là. On ne savait pas si la personne avait souscrit un contrat, auprès de quelle compagnie. Donc, aujourd'hui, on peut interroger l'AGIRA. Il suffit de faire un courrier en joignant un extrait d'acte de décès. Et l'AGIRA va transmettre à toutes les compagnies d'assurance de France et de Navarre la demande. Et s'il y a un contrat, l'assurance vous contactera, surtout si vous êtes bénéficiaire. Hein. Vous ne serez contacté que si vous êtes bénéficiaire du contrat. Et ça se trouve à Paris. Vous avez sur le fascicule qu'on a préparé, vous avez le lien qui vous renvoie à cette entité. Ça permet aussi de retrouver s'il y a des contrats obsèques. Ça permet également de retrouver les contrats d'assurance concernant notamment les véhicules, si j'ai bonne mémoire. Voilà, donc c'est une vraie source de données importante. Merci Christelle. Jean-Charles, ça c'est une question, la question suivante est posée assez souvent finalement. Quand il n'y a plus de famille du tout, comment voilà, peut-on faire des travaux et bien, qui dit entretien des travaux, quel type de travaux on peut faire, jusqu'où peut-on aller finalement? C'est vrai qu'on a eu à se dire un petit entretien courant, démoussé, etc. Voilà.
ce n'est pas la même chose que quand une pierre tombale est brisée ou que voilà, il y a. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, il y a deux volets, effectivement. À l'impossible, nul n'est tenu, mais effectivement, il faut pouvoir justifier, je pense, de recherche pour essayer de trouver un petit peu cette famille. Maintenant, effectivement, et ce qu'il faut bien comprendre aussi en tant que légataire, aussi, on est un petit peu la sépulture du défunt ou de sa famille, c'est un petit peu aussi l'image du défunt. On a aussi une responsabilité un petit peu de ce point de vue-là. Donc, c'est quelque chose d'important. Et donc, en fait, dans ces cas-là, il faut pouvoir instruire la demande d'autorisation de travaux avec la mairie, excusez-moi. Voilà, mais alors, je ne sais pas si tu veux compléter, parce que tu connais. Non, moi je pense que c'est déjà assez complet. Mais c'est vrai qu'on fait du sur-mesure finalement. Ouais. Comme tu dis, l'idée c'est quand même l'image. Il y a une confiance de la part du testateur quand on est légataire universel. Donc, c'est vrai que on est un peu bloqué et peut-être qu'il y aurait un lobbying à faire pour faire changer ces dispositions en ce qui concerne les organismes quand on est légataire universel pour avoir une possibilité d'entretenir la tombe sans se heurter à des règles de propriétaire. Et il y a une chose que je voulais quand même ajouter, il faut être quand même assez vigilant sur l'entretien des sépultures, parce que ce qu'il y a, c'est que la chose dont il faut avoir conscience, c'est que nous sommes étrangers à la famille, et que quand on institue un légataire universel qui est une association, donc on peut exclure la famille, et il peut, si on n'est pas vigilant, on peut se retrouver dans une situation où effectivement vous avez personne, un défunt qui n'a pas de sépulture, et ça pourra être reproché à l'association, et tout à fait à juste titre, hein. Mais bien évidemment, on se sera bien gardé de vous le préciser, ou on précisera après un long laps de temps. Donc, c'est important quand même de pouvoir se soucier de cette question-là et de savoir un petit peu où est la tombe. Voilà, est-ce qu'il y a une pierre tombale? C'est pas forcément évident parfois aussi. Voilà, et en lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, que fait-on lorsqu'un testateur lègue un caveau dans son testament à un organisme sans but lucratif, en fait? Alors, ça, c'est une question effectivement qui est intéressante. Alors, ce qu'il y a, c'est que juridiquement parlant, le legs ne peut pas avoir d'effet, parce que d'une certaine manière, la concession est hors de commerce des actes juridiques. Donc, en fait, on ne peut pas faire d'actes de disposition sur une concession funéraire. Donc ça, ce n'est pas possible. Maintenant, il est évident qu'il faut, je pense, avoir une attitude compréhensive. C'est-à-dire qu'on va interpréter le testament, on va prendre en charge un petit peu ce qu'on doit faire, mais le transfert, de toute façon, ne peut pas avoir lieu. De toute façon, voilà. Et effectivement, cette question doit être aussi relevée, et puis on doit sensibiliser les personnes qui sont chargées des relations testateurs sur cette question-là, en disant, voilà, s'ils ont effectivement un projet de testament et effectivement avec un projet de legs, donc d'une concession funéraire, de dire attention, là il va y avoir un petit souci. Merci Jean-Charles. Je propose, voilà, comme le temps court, que l'on passe au bloc suivant. Étant bien évident, il est évident que si on a encore un petit moment à la fin, on pourra revenir sur ces points-là. Voilà. Donc, Christelle, Christelle, tu as parlé tout à l'heure, même, tu as parlé tout à l'heure du testament que l'on peut trouver sur place quand on se rend au domicile du testateur. Donc, il peut y arriver qu'il y ait plusieurs testaments. Et dans ce cas-là, quel est le testament valide quand il y en a plusieurs, à plusieurs dates différentes? Et deuxième point, qui n'est pas forcément lié aux questions de date, mais il est aussi important, comment interprète-t-on un testament? Parce que le testament idéal, entre guillemets, c'est celui qui est très bien rédigé, où voilà, tout apparaît très clairement, mais ça arrive souvent qu'on ait besoin d'interpréter tant au niveau du libellé, hein, à quel organisme, en faveur de quel organisme est-il fait? Il peut y avoir des questions qui se posent là-dessus quand c'est mal renseigné, ou bien tout simplement en termes de legs. Hein. S'agit-il d'un legs
Alors, le plus souvent, universel, ça va aller, mais à titre universel ou particulier. Bon, voilà. D'accord. Alors, très bien. Écoutez, en ce qui concerne donc cette question, alors, la question de la validité d'un testament en présence d'une pluralité de testaments, alors, il y a une première chose, c'est déjà de savoir si les testaments que j'ai, donc c'est le prérequis, savoir si chacun est pris individuellement est valable. Parce que là, on est sur une question un petit peu de conflit de testament. Donc, il faut que les conditions de forme donc, de chacun des testaments soient respectées. Pour rappel, un testament est un acte solennel. C'est-à-dire que si l'une des conditions de forme qui est requise pour son existence n'est pas remplie, le testament tombe, il est nul, il n'existe pas. Et il n'y a aucun moyen de sauver les choses, il n'y a pas de formalisme substitut. Donc, c'est à noter. Donc, il y a deux familles de testaments, très rapidement. Les testaments holographes et les testaments authentiques. Alors, le testament holographe, c'est assez simple, hein, je pense que vous le savez. Donc, c'est un testament qui est écrit de la main du testateur, qui est écrit de sa main, qui est daté et qui est signé. Hein. Le testament, et donc il y a ces trois conditions, ces trois mentions doivent figurer dans le testament. Dans le testament authentique, donc il est reçu par le notaire, en présence de deux témoins, donc rien de particulier à dire, sauf à préciser que parfois on a des problèmes. Hein, certains testaments authentiques parce que les témoins n'assistent pas à l'entièreté du rendez-vous. Donc, et ça, c'est un motif de nullité de testament authentique. Maintenant, je pense que ce problème-là n'existe plus trop, mais il y a eu un moment au niveau de la pratique où il y a pu avoir ce souci. Et donc voilà. Donc, on a plusieurs testaments qui sont à des dates différentes. Alors, première chose qu'il faut regarder, ces deux testaments, ces testaments sont valables. Ils remplissent bien leur condition de forme. Il faut voir et vérifier si le testament le plus récent révoque le testament antérieur. Si c'est le cas, on applique le testament antérieur. Si ce n'est pas le cas, eh bien, dans ces cas-là, il va falloir mettre côte à côte les deux testaments que l'on a et voir s'il n'y a pas des dispositions dans ces deux testaments qui rentrent en conflit les unes avec les autres. Donc, première solution, les deux testaments, il n'y a aucune disposition qui rentre en contradiction entre les deux testaments, donc il n'y a aucun conflit. Donc dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'on a une application cumulative des deux testaments. En fait, on a deux testaments qui vont s'appliquer cumulativement dans le cadre de l'exécution de la succession. Voilà. Maintenant, il y a une autre possibilité, effectivement, c'est qu'on ait des dispositions qui rentrent en conflit. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on fait primer le testament le plus récent, dont les dispositions sont les plus récentes, sur celle qui est sur le testament qui est le plus ancien. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour le premier point. Maintenant, comme Anne-Sophie nous l'a dit, on a des difficultés parfois en ce qui concerne l'interprétation du testament. Parce qu'en fait, en tant que légataire, on est tenu, on fait tout pour appliquer au plus près finalement les dernières volontés du testateur. Parfois, effectivement, c'est un petit peu difficile de savoir ce que le testateur a voulu précisément, parce que bon, après, on est sur le plan pratique, quoi. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc, il y a déjà, on a la possibilité, le testament est valable, je vous l'ai dit. Une possibilité, c'est d'essayer de chercher un petit peu à d'autres sources pour essayer d'approfondir un petit peu quelle était véritablement la volonté réelle donc, du testateur. Et donc, on peut éventuellement, pour les associations qui sont structurées avec un service de relations testateur, voir s'il n'y a pas eu des échanges de correspondance ou voilà, où effectivement, dans le cadre de l'élaboration du projet de testament, qu'il n'y ait pas des éléments qui permettent un petit peu de l'interpréter. Hein, donc ça, c'est quelque chose d'important. Et notamment dans le cadre de l'inventaire, donc on verra plus tard, éventuellement, on peut collecter des éléments qui pourront peut-être éclairer un petit peu cette interprétation de testament. Donc l'interprétation de testament, elle peut se faire de deux manières. Il y a une interprétation qui est amiable ou judiciaire. Alors l'interprétation amiable, en fait, elle se fait généralement, c'est un acte qui est reçu par le notaire, donc elle a une nature conventionnelle. Et donc, l'ensemble des héritiers, donc face à une question d'interprétation, on se dit, voilà, est-ce que c'est le choix A, le choix B, enfin, c'est pas très bien. On tranche de manière collective et unanime la question dans le cadre d'un acte qui est reçu par le notaire. Et après, le testament sera exécuté à la lumière de cet acte d'interprétation. Donc, c'est un acte qui est de nature conventionnelle. Et donc, la difficulté qu'il peut avoir, c'est que parfois, lorsqu'on fait un acte d'interprétation de testament conventionnel, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur les tiers. Comme vous le savez, en fait, il y a un principe dans le droit des contrats, c'est l'effet relatif des contrats. C'est-à-dire que ça ne
concerne que les parties qui sont au contrat. Et quand ça peut avoir des conséquences vis-à-vis des tiers, il est très important dans ces cas-là, enfin, ce qu'on peut recommander, c'est d'avoir recours au juge qui va donc, dans le cadre d'une décision judiciaire, donner l'interprétation du testament qui sera vraiment opposable erga omnes et qui sécurisera aussi nos associations. Hein. Donc, c'est important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette procédure d'interprétation du testament, elle n'est pas forcément contentieuse, parce qu'en fait, si tout le monde est d'accord pour demander l'interprétation du testament, ça se fait dans le cadre d'un recours gratuit auprès du juge. Hein, donc, c'est pas forcément synonyme de contentieux. Merci Jean-Charles. Il y aurait certainement d'autres questions sur les testaments, mais la matinée est trop courte, donc je vais passer à la question suivante qui nous a semblé importante, l'inventaire. Christelle, que cherche-t-on au moment de l'inventaire? Et également, plus particulièrement, pourquoi faire un inventaire? Quelles sont les difficultés rencontrées lors de cet inventaire? Alors, l'inventaire, à mon sens, c'est l'acte le plus important dans l'ouverture d'une succession, puisqu'on est dans la plupart des cas confronté au décès d'une personne qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas, on n'a pas tous les éléments. Le notaire non plus, même si le notaire très souvent a aidé à rédiger le testament. Et il va falloir qu'on reconstitue l'intégralité du patrimoine de cette personne et de sa vie, puisque on est censé transférer tout son patrimoine au profit de l'association choisie et sécuriser le transfert, puisque on va, excusez-moi, je suis perturbée, on est censé vérifier qu'il n'y aura pas de passif supérieur et ne pas engager le patrimoine de l'association. Pour moi, c'est un acte qui est extrêmement important, qui est même le pivot du règlement d'une succession. Il faut le faire le plus rapidement possible, en présence du notaire, en présence d'un commissaire-priseur pour valoriser les biens qu'on trouvera sur place. C'est un acte qui peut se faire avant acceptation par le conseil d'administration, puisque c'est un acte conservatoire. Il nous permet de rencontrer les voisins, éventuellement de rencontrer les membres de la famille. Donc, ça nous permet de savoir éventuellement pourquoi la personne a choisi notre association ou d'autres associations. Ça permet de valoriser le mobilier, ça permet de trouver éventuellement d'autres testaments, de mettre en sécurité les biens de valeur, parce qu'il peut y avoir des bijoux, il peut y avoir un ordinateur qu'il va falloir sécuriser, puisqu'il ne faudra pas que les données puissent être récupérées. Ça nous permet de faire évaluer la maison, de voir l'état dans lequel se trouve le bien, de faire venir des agences, puisqu'il y a un moment donné, s'il y a des biens immobiliers, il faudra les vendre. Le fait de s'être rendu sur place et d'avoir fait le tour du propriétaire, ça nous donne une idée. C'est plus simple pour nous de savoir comment on peut vendre le bien, alors que quand on ne le connaît pas et que c'est dans une région qu'on ne connaît pas, c'est plus compliqué. Ça va nous permettre de trouver, de chercher la carte grise, les clés du véhicule, de regarder quel est le kilométrage, regarder si on trouve un contrat d'assurance pour cette voiture. Ça va nous permettre aussi de sécuriser les lieux, de vérifier qu'on a bien tous les trousseaux de clés, de mettre la maison hors gel et hors eau pour en hiver, qu'il n'y ait pas une canalisation qui claque avec une inondation, parce que par expérience, je peux vous dire que ce n'est pas une grande rigolade. On va aller vérifier la boîte aux lettres, on va récupérer le courrier, on va l'ouvrir, on va regarder qu'on ne rate rien. Ça permet de trouver éventuellement aussi un coffre-fort, ça peut arriver, qu'à domicile, il y a un coffre-fort. Ça permet aussi de diminuer, pour nous c'est plus accessoire parce que pour la plupart des associations, on est exonéré de droits de mutation à titre gratuit, mais quand on a des personnes physiques qui sont légataires comme nous et qui ont des droits à payer, ça permet aussi éventuellement de diminuer ces droits, puisque très souvent, c'est rare qu'on trouve du mobilier qui a une très, très, très grande valeur. Voilà. En tout cas, ça permet de voir ça. Ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas de bien de valeur qui soit assuré, parce que dans ce cas-là, c'est la valeur de l'assurance qui est prise en compte pour la déclaration de succession. Et ça nous permet aussi d'être sûr de n'avoir rien raté. Et pour moi, c'est aussi une façon de respecter le défunt que d'aller chez lui et de vérifier qu'on n'oublie rien et qu'on a bien fait le tour de tout ce qu'elle aurait voulu qu'on fasse. Voilà. Et un petit mot quand même sur la clôture d'inventaire. Normalement, quand on fait un inventaire, on a un délai de 5 ans pour faire la clôture d'inventaire. Alors, cet acte n'est à faire, à mon sens, que si il y a des personnes qui sont
des personnes physiques qui sont héritières, puisque ça permet de faire échec aux 5% mobilier. Mais quand ce sont des associations qui sont héritières, pour moi, ça n'a pas de sens de faire une clôture d'inventaire, puisque ça n'aura pas d'impact fiscal et c'est un acte supplémentaire qui est assez barbant d'ailleurs pour le notaire à faire et qui n'a pas d'intérêt. Voilà. Merci Christelle. Donc, on le relève. L'inventaire est très, très important et bon, surtout quand on est légataire universel, hein, ça nous permet, même à plusieurs. Oui, même à plusieurs, vraiment d'avancer, de marquer les choses dans le marbre. Mais voilà, on se rend compte que ça prend du temps. Ça prend du temps, oui, mais ça facilite beaucoup le travail pour la suite, puisque comme on aura retrouvé tous les éléments, ou la plus grosse partie des éléments, ça sera beaucoup plus simple. Alors après, ce n'est pas toujours très facile, hein, les inventaires. Il faut savoir que parfois, on trouve des armes. Dans ce cas-là, il y a une chose à faire, c'est appeler le commissariat le plus proche, ou la gendarmerie la plus proche, et qui se dépêche de venir récupérer l'arme. Alors, les commissaires-priseurs, en général, connaissent les armes. Certaines armes peuvent être emportées et vendues. Et dans ce cas-là, il faut bien sécuriser l'arme. Il faut savoir où on la cache. Puis moi, je la confie au commissaire-priseur qui se débrouille avec. Je préfère qu'ils prennent le train ou le tramway avec, ça m'arrange. Il y a éventuellement, on peut trouver de l'ivoire. Ça a été très à la mode à une époque. Alors, l'ivoire, c'est compliqué parce qu'il y a des lois qui ont été votées pour lutter contre le trafic, pour protéger les espèces en voie de disparition. Donc, l'objectif, quand on fait un inventaire et qu'il y a de l'ivoire, c'est vraiment de chercher des traces pouvant justifier la date d'acquisition de cet ivoire, puisque tout ce qui est avant 75 peut être vendable. Le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Une fois de plus, vous pouvez vous appuyer sur le commissaire-priseur qui connaît bien ce type de problématique et qui va vous aiguiller et vous aider. On peut aussi trouver de l'or. Alors, c'est pareil, il faut sécuriser l'or. En règle générale, même dans 99% des cas, on le vend, on vend cet or. Et puis, on peut aussi être confronté à un problème, c'est on a un véhicule, on n'a pas les clés, donc, ou on n'a pas la carte grise, ou on n'a pas les deux. Voilà. Et dans ce cas-là, il va falloir faire des démarches, déjà vérifier que le véhicule est assuré. Ça, c'est la première chose. On va aller faire pour la carte grise une déclaration de perte et on va pouvoir demander ensuite un duplicata à la préfecture de carte grise en sachant que vous n'êtes… Voilà. Dans la plupart des cas, il faut fournir un certificat d'hérédité. Un certificat d'hérédité, c'est un document qui est fourni par le notaire et qui dit qui sont les héritiers. Ça va permettre de faire établir la carte grise au nom d'un des héritiers. Alors, c'est facile si on est un. Si on est plusieurs, il faut que les autres héritiers acceptent que la carte grise soit mise au nom d'une personne en particulier. Et une fois qu'on a tous ces éléments, ça permet de demander au constructeur un duplicata des clés pour pouvoir ouvrir le véhicule, vérifier le kilométrage, voir la faire démarrer et pouvoir la faire vendre. Voilà. Merci Christelle. Donc, vous l'aurez compris, dans la FAQ, on entre dans les détails par rapport à cet inventaire et notamment sur le véhicule qui pose souvent des problèmes. On envisage même le cas où il est en fourrière. Voilà, entre autres. Alors, on arrive encore à une charnière de notre liste de questions. Est-ce que à ce niveau, vous avez quelques questions à nous poser? Alors, FAQ, c'est plusieurs légataires qui fait l'inventaire. Alors, pour l'inventaire, c'est un acte conservatoire, donc il peut être fait par toutes les parties, si elles peuvent être présentes ou représentées, ou à la réquisition d'un seul légataire. Il faut juste savoir que si l'inventaire est fait à la demande d'un seul légataire, il ne sera pas opposable aux autres. Quand on est entre associations, ça ne pose pas réellement de problème. En général, on travaille de concert et on essaye de minimiser le nombre de déplacements. Donc, il y a un petit brin qui veut bien y aller. Quand il y a des personnes physiques, il vaut mieux qu'elles soient présentes. Ça évite les discussions et les problèmes. Et puis, surtout, s'il y a des légataires particuliers du mobilier, c'est mieux qu'ils soient là pour voir de quoi on parle. Et puis, même qu'ils rentrent en premier avec le notaire dans l'appartement ou la maison, ça leur permet de savoir s'ils vont accepter ou pas ce legs par la suite. Alors, une autre question. Elle est partie, du coup, je ne sais pas pourquoi ça a bougé. C'est celle qui vient d'être répondue qui a été… D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on trouve des valeurs ou des biens après l'inventaire? Alors, quand on trouve des biens après l'inventaire, déjà, si vous avez,
Moi, je veux bien les coordonnées de toutes les sociétés de débarras, il y en a, hein, mais je veux bien les coordonnées des sociétés de débarras qui vous appellent en vous disant « j'ai trouvé des lingots sous le plancher ». Voilà, alors ça m'est arrivé, hein, ceci étant, mais dans une autre vie. Dans ce cas-là, il faut les valoriser. Moi, en général, je fais revenir le commissaire-priseur pour nous dire, ou je fais transporter les objets chez le commissaire-priseur pour qu'il nous les évalue et on rentre ça dans le patrimoine. En fonction de la valeur, on va repasser en conseil d'administration ou pas, si on y a une grosse modification d'actifs et en fonction de nos procédures respectives. Alors, question c'est un cas pratique qui arrive assez souvent. Avons-nous un recours lorsque nous sommes prévenus par le notaire 1 an après le décès du testateur? Alors, il faut savoir que les notaires ne peuvent pas se saisir seuls d'une succession. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ont un testament, le testament de monsieur untel, ils ont connaissance du décès de monsieur untel. Il faut savoir qu'il faut que quelqu'un les saisisse du règlement de la succession. Donc, c'est difficile de reprocher à un notaire de ne pas avoir pris en charge ce règlement si personne ne l'a requis. Voilà. Donc, il va falloir déterminer dans ce cas-là si c'est juste qu'il n'a pas été requis. Dans ce cas-là, il est pour rien et il fait le travail quand on lui demande de le faire. Et il ne peut Je crois qu'on a un petit blocage. Oui, du côté de Christelle. La caméra est figée. Peut-être que Jean-Charles, si vous voulez réactiver votre micro. Est-ce que vous nous entendez? Alors. Ouais, qui s'est rendu tout seul dans la maison Voilà. sans attendre l'ouverture. Normalement, il n'a pas à le faire. Hein, on ne va pas se raconter l'histoire. Le notaire n'a pas le droit de rentrer dans les lieux sans faire un procès verbal d'ouverture des opérations d'inventaire. Donc, ce n'est pas une bonne chose de faire ça. Après, on peut partir du principe qu'il est officier ministériel, qu'il n'est pas censé avoir dissimulé des choses. Alors moi, ça m'est arrivé, un notaire qui est allé avant, mais pour avoir une idée, pour trouver les papiers, en règle générale, c'est pétri de bonne intention. Donc, on va pas. Enfin, moi, je le reproche pas. Voilà, je fais un peu la tête, mais je vois pas trop ce qu'on peut faire. Sauf à se fâcher vraiment avec le notaire, je vois pas trop. Ouais, alors, en fait, je suis en train de rechercher des questions. J'ai vu, moi, tout à l'heure, une question. L'AGIRA et le fichier central des dispositions de dernière volonté, dit ADSN, hein, parce que c'est la même chose, peuvent être tout à fait interrogés par n'importe qui. L'AGIRA, c'est gratuit, hein, c'est un courrier. Alors, ça se fait aussi maintenant via Internet. Il suffit d'aller sur leur site, de télécharger sur votre ordinateur l'extrait d'acte de décès, de l'envoyer. Vous pouvez interroger, il n'y a aucun problème. Pour la DSN, c'est payant et c'est des demandes écrites, donc ça va mettre un petit peu de temps. Si vous travaillez avec un notaire habituellement, moi je sais que je demande à mon notaire d'interroger la DSN directement et il me donne les réponses beaucoup plus rapidement. Voilà, après c'est une histoire d'organisation. Bon, je propose peut-être qu'on continue et qu'on reprenne après le fil des questions. Est-ce que Jean-Charles, vous pourrez parler un tout petit peu plus fort pour que tout le monde vous entende pour la suite? Merci. Ah ouais, il t'aura plus de caméra. Alors, voilà. Donc, on a fait voilà, les premières démarches, on a fait l'inventaire, on sait de quoi est constitué le legs, on peut le présenter au conseil d'administration pour acceptation. Mais il peut arriver, Jean-Charles, qu'il manque des éléments pour cette présentation. Que faire quand nous n'avons pas tous les éléments pour présenter le legs au conseil d'administration? Alors, je pense que toutes les personnes qui s'occupent de Liberté me diront que d'un seul cœur que ça n'arrive jamais. Enfin, on n'a jamais, on a toujours tous les éléments quand il faut, au moment où il faut, pour le préparer le conseil d'administration. Alors effectivement, lorsqu'on n'a pas l'ensemble des éléments donc nécessaires pour présenter le legs au conseil d'administration, il est nécessaire donc de
formaliser un petit peu la démarche auprès du notaire, de justifier déjà au préalable de plusieurs démarches écrites, donc soit par courrier simple ou courriel, et puis d'adresser donc au notaire un courrier recommandé avec l'accusé de réception, dans lequel on lui donne un délai raisonnable pour pouvoir transmettre les éléments qui lui sont demandés et qui font défaut. Donc un délai raisonnable, on peut dire à 15 jours, hein, et en le précisant que à défaut de transmission des pièces dans ce délai, eh bien en fait on saisira la chambre des notaires. Hein. Et après, s'il ne répond pas dans le délai de 15 jours, eh bien on peut saisir donc la chambre des notaires en faisant un petit peu le relevé des diligences qu'on a faites auprès du notaire et donc avec les justificatifs joints. Et donc en demandant d'avoir de la transmission de ces éléments. Bon, généralement, cette démarche fonctionne. Hein. Donc voilà, où parfois le notaire va répondre à la chambre en disant écoutez, j'ai tel problème, je ne peux pas transmettre les éléments, bon, c'est parfait, mais encore faut-il que les principaux intéressés le sachent. Hein. Donc voilà, un petit peu pour cette démarche préalable. Alors, en ce qui concerne la rédaction du PV d'acceptation du legs, c'est un moment qui est vraiment important. Hein. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de le rédiger avec soin. Donc, il faut avoir un certain nombre d'éléments au dossier qui sont transmis par le notaire. Hein, c'est important de le souligner. Je ne vais pas vous faire l'intégralité de la liste, mais il y a dans la FAQ une liste qui est assez complète, hein, qui reprend l'hypothèse d'un leg où en fait on est légataire universel ou à titre universel, sachant que c'est là où en fait il y a on demande le plus d'éléments parce qu'en fait il y a un risque d'accepter une succession déficitaire et d'engager l'association sur ses biens propres si effectivement il y a eu une acceptation qui était un petit peu prématurée. Hein, donc voilà. Donc il y a trois types de dossiers, enfin d'éléments en fait, hein, trois familles. Donc, il y a le dossier général, donc bien évidemment avec l'extrait d'acte de décès, la copie du testament ou des testaments. Alors c'est parfois un petit peu compliqué d'avoir une copie intégrale du testament. On fait ce qu'on peut. Si on a simplement un extrait, on traitera avec l'extrait, mais c'est important d'avoir la copie intégrale parce que voilà, un testament, c'est une globalité. Il peut y avoir aussi des dispositions qui peuvent nous concerner, qui sont un peu cachées au fond du testament. Donc, c'est important quand même d'insister pour avoir un document qui soit vraiment intégral. Donc, voilà. Il faut ici également donc, vérifier l'absence ou la présence d'héritiers réservataires. Donc, s'il y a une présence d'héritiers réservataires et donc la justification, il faut s'intéresser à la question de savoir s'il y aura éventuellement une réduction du legs. Et si c'est le cas, de pouvoir quantifier cette réduction. Parce que il y a une chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est que il faut avoir des informations qui soient le plus précises, qui soient données au conseil d'administration, sachant que le procès verbal d'acceptation du legs dans beaucoup d'associations, c'est également une pièce comptable qui permet de rentrer le legs dans le bilan de l'association. Donc, il faut être assez précis. Sinon, ça peut être dommageable. Hein. Et bien évidemment, il faut aussi avoir que la question de la qualification du legs soit tranchée. Donc après, il y a différents éléments concernant la masse active. Donc, s'il y a un bien immobilier, le titre de propriété, l'extrait d'acte de modèle 1, l'état hypothécaire, etc. Hein, donc je ne m'étends pas trop là-dessus. S'il y a un véhicule, c'est l'importance de l'inventaire, c'est d'avoir la carte grise du véhicule. Hein. Et puis après, il y a enfin les éléments passifs. Il faut un bordereau de situation fiscale, hein, toujours dans l'hypothèse d'un legs universel ou titre universel. Et quand le défunt a plusieurs résidences, il faut lever un bordereau de situation fiscale dans le chef-lieu de chaque résidence, hein, la recette des impôts. Et puis, il faut la réponse du Conseil général concernant l'aide sociale, pour savoir si effectivement il y a une créance de l'aide sociale. Et également les factures dues au décès et le montant prévisionnel des frais d'acte. Voilà. Alors, la rédaction du PV, en fait, elle a plusieurs objectifs. Elle a pour objectif, en fait, donc d'éclairer le conseil d'administration, parce que c'est le conseil d'administration qui accepte ou pas le legs. Donc, c'est un document qui doit être synthétique, qui doit être complet. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, tous les biens qui sont compris dans l'assiette du legs doivent être mentionnés, ils doivent être identifiés et ils doivent être valorisés. Hein, et également pour le passif. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Il y a aussi les dispositions testamentaires peuvent être relatées. Hein,
dans le PV d'acceptation. Moi, je le recommande. Alors, peut-être pas forcément copier le testament, mais les dispositions, je sais pas, la charge testamentaire, la remettre simplement in extenso, ça permet aux administrateurs de rentrer plus dans la compréhension du dossier. Surtout, parfois, il peut y avoir des questions d'interprétation aussi. Et donc, ça permet aussi de permettre à la gouvernance d'être partie prenante dans la gestion du legs d'une certaine manière, parce que des fois, une question d'interprétation, ce n'est pas forcément très simple, et le fait de pouvoir poser la question à la gouvernance, en donnant un avis, bien évidemment, ça permet quand même de valider certaines choses, donc c'est quand même quelque chose qui peut être utile. Donc, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, en ce qui concerne le legs, on peut avoir parfois, vous savez, donc des charges testamentaires. Donc, ça peut être soit une charge concernant un entretien de ton ou une délivrance de legs particulier quand les légataires universels. Bien évidemment, ces éléments doivent être mentionnés dans le PV d'acceptation. Et en ce qui concerne donc une charge testamentaire, type entretien de tombe, il est important de l'évaluer éventuellement. Enfin, moi, je le recommande dans le CA d'acceptation même. Parce que je vous dis, c'est d'une certaine manière aussi une pièce comptable. Ça permet aussi de valider la provision qui va être prise. Évidemment, il faut justifier un calcul qui soit rationnel en fonction de la durée de la concession. On a parlé tout à l'heure des concessions, etc. Donc, l'entretien soit fait, enfin, la provision soit prise sur la durée connue de la concession. Mais ce sont des éléments qui sont importants. Et ce qui est important, c'est que c'est aussi une mémoire en fait, du dossier. Donc, c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur le fait que c'est bien quand même qu'il y ait un petit peu parfois quelques lignes sur des observations sur le leg, parce qu'en fait, c'est le document de référence auquel on va se reporter dans le cadre éventuellement d'une inspection de comptabilité, mais pas que. Et au moment de la clôture du dossier, on regarde le CA et puis on pointe. Voilà. Donc, je pense, un élément important. Dernière chose, dans le cadre donc, de la délibération pour le conseil d'administration, c'est mieux, alors c'est pas obligatoire, de statuer sur le sort des biens dans l'hypothèse où le legs serait accepté. Parce qu'il y a deux possibilités au titre du plan comptable. Soit on a une décision d'acceptation, de conservation des biens, et donc dans ces cas-là, ça va dans une classe d'actifs déterminée dans le cadre donc, de la comptabilité. Et s'ils font l'objet d'une décision de vente, donc dans ces cas-là, ce n'est pas les mêmes comptes qui sont mouvementés. Alors, voilà. Donc c'est mieux, dans le cas de l'acceptation, on statue également sur le sort qui sera réservé sur ces biens. Et enfin, le PV d'acceptation peut donner pouvoir donc à un mandataire pour la régularisation des actes. Donc, ça se peut se faire d'une manière spécifique, un petit peu à chaque acceptation de legs. Alors après, chaque association a un petit peu ses règles de fonctionnement, mais enfin, voilà, un petit peu pour ce qu'on peut dire au niveau des legs. En fait. Voilà. Et s'il y a un bien immobilier donc, et que l'organisme fait le choix de le vendre, est-ce que tu préconises d'indiquer quelque chose dans le PV de CA à ce sujet ou pas, voilà, par rapport à la valeur? Alors, je vais parler un petit peu de nous, notre pratique ici. Alors, effectivement, de toute façon, il faut que le bien soit valorisé, le bien immobilier soit valorisé en tant que tel. Nous, on a en fait ce que l'on fait, en fait, dans ces cas-là, on a une évaluation valeur haute, estimation valeur haute et valeur basse. On recommande un petit peu au conseil d'administration de choisir pour l'entrée du bilan donc la valeur basse. Et effectivement, dans le PV, il est spécifié donc d'une manière nominative en disant voilà, tel bien, ce bien immobilier, et donc une décision de vente. C'est dans le dispositif de la décision qui est rendue par le conseil d'administration et qui sera produite au notaire au moment de la vente. Merci beaucoup. Et voilà, comme tu l'as mentionné, Jean-Charles, il faut un certain nombre de pièces qui vont être redemandées par le commissaire aux comptes. Il y en a un certain nombre qui sont redemandées par le commissaire aux comptes, donc il ne faut vraiment pas faire l'économie de les récupérer. Il peut arriver que l'on fasse le choix, que le CA fasse le choix de renoncer au legs. Parce que celui-ci serait déficitaire, parce que la charge n'est pas réalisable, en fait, tout simplement. Donc, quelles sont tes recommandations? Quelles sont les modalités de renonciation? Alors, la première question, en fait, effectivement, c'est pourquoi renoncer à un legs? Alors, comme on a pu le dire déjà un petit peu à propos du testament, les volontés d'un testateur, c'est quelque chose d'important pour nous, et donc on fait tout pour aller dans le sens des volontés du testateur. Parfois, donc, on a quelqu'un qui dispose de biens au profit de l'association,
et peut se poser la question de la renonciation. Alors, se pose dans des cas qui sont très, très exceptionnels. Hein, comme je l'ai dit, on a très peu de renonciation. Je pense que c'est un niveau de l'association, mais effectivement, on peut avoir parfois des renonciations. Donc, elles peuvent être motivées par des raisons patrimoniales ou extra-patrimoniales. Les raisons patrimoniales, on l'a déjà évoqué d'une manière un petit peu sous-jacente tout à l'heure, dans le cadre d'un legs universel ou à titre universel, on a une succession qui est manifestement déficitaire. Il n'est pas question d'accepter le legs parce que, bon, effectivement, l'association, effectivement, si elle collecte le legs, c'est pour pouvoir justement pouvoir dépenser cette ressource donc, dans le cadre de la réalisation de son objet social. Et donc, en fait, voilà, c'est pas voilà. Donc c'est le premier motif. Il y a une question qui est plus délicate parfois, c'est lorsqu'on a une succession qui est très légèrement excédentaire, mais on se dit, au moment où on va, quand la succession sera acceptée, etc., que tout aura été fait finalement, le legs sera manifestement déficitaire. Alors, ça peut arriver, en fait, notamment quand vous avez des successions où il y a assez peu de liquidité et des biens immobiliers qui ont peu de valeur, parce qu'en fait, il y a des charges qui vont courir concernant ces biens immobiliers. Alors, ça peut être des charges de propriété, des charges d'entretien. Et en fait, bon, effectivement, avec le temps, bien, effectivement, le legs risque d'être déficitaire. Donc, effectivement, il y a un point de vigilance à avoir de ce point de vue-là. Il y a aussi une autre question qui peut se poser, qui est liée en fait à l'affectation de la libéralité. Parce qu'en fait, vous le savez, nos associations ont une capacité juridique à recueillir des legs à titre gratuit. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, elle est limitée à l'objet pour lequel en fait l'association a été créée. Donc, on ne peut pas recueillir un leg qui aurait une finalité qui serait en tant que charge, qui serait complètement étrangère à un petit peu donc, à l'objet de l'association. Ça, c'est un point, bon, ça arrive très rarement. Donc voilà. Et enfin, on peut avoir donc, une impossibilité aussi d'exécuter une charge. Et dernier point, il y a aussi parfois, il pourrait se poser la question, moi je n'ai jamais eu, mais éventuellement un leg avec une charge qui est complètement contraire aux valeurs de l'association. Dans ces cas-là, voilà, effectivement, c'est plus simple de renoncer au leg, parce qu'il y a aussi une dimension morale et extra-patrimoniale qui est très importante, hein, qui s'exprime à travers les legs. Ce n'est pas simplement des fonds qu'on collecte, il y a aussi l'image de l'association, ce qui constitue l'ADN de l'association. Et ça, c'est important, je pense aussi, d'avoir aussi une sensibilité par rapport à cette question-là. Donc voilà. Alors, comment rédiger donc, la renonciation? Donc, il y a deux possibilités. Donc, soit on fait une renonciation directe donc, par soi-même. Dans ces cas-là, on télécharge un CERFA donc sur le site de servicepublic.fr. Hein, et donc, on remplit ce CERFA et puis on l'adresse au greffe. Hein. Et l'autre possibilité, c'est de faire cette renonciation dans un acte notarié, généralement chez le notaire qui a commencé à instrumenter la succession. Et donc, cet acte de renonciation sera également notifié par le notaire au greffe, hein, au greffe. C'est important, cette formalité est importante parce qu'en fait, elle permet de rendre opposable au tiers la renonciation. Donc, le greffe a un registre des renonciations dans lequel il va consigner donc, la déclaration de renonciation et il va délivrer un récépissé à la personne qui lui a notifié donc, la renonciation. Donc, ça, c'est important. Donc, le contenu de la déclaration de renonciation est assez simple. Hein. Il y a une identification de la personne qui renonce, donc avec son état civil, son adresse, etc. Et puis, il y a une identification également de la succession. Donc voilà. Un petit peu concernant cette question, brièvement en fait, évoquée. Alors après, il y a des questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inaction dans le cadre d'une succession, c'est-à-dire que si je ne fais rien, ça ne vaut pas forcément renonciation. Donc, alors même si une renonciation tacite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas formalisée, comme je viens de vous le décrire par le chemin que je vous ai décrit, il faut qu'elle soit néanmoins avérée. Et il y a aussi le problème de son opposabilité. Hein, donc, dans l'absolu, effectivement, on peut avoir une renonciation tacite, mais la simple inaction, on ne sait pas ce qui se passe, sachant qu'en fait, dans le cadre d'une succession, il y a un délai pour pouvoir opter dans le cadre de la succession, hein, qui est quand même relativement long, qui est de 10 ans.
Donc, il faut avoir un petit peu conscience de ça. Alors, on peut aussi, si je prends un petit peu de temps, une toute petite chose, en fait, il y a parfois des situations où on se retrouve avec un héritier qui est taisant. Hein. Donc, ça peut être nous, hein, ça peut être une personne physique, hein, c'est pas simplement nous. Donc, dans ces cas-là, on a la possibilité de délivrer une sommation d'opté. En fait, ça, c'est une faculté qui a été donnée par la loi de 2006, sauf erreur de ma part. En fait, après 4 mois, à la suite, une fois que 4 mois du décès sont écoulés, on peut envoyer une sommation donc à Pierre, Paul ou Jacques, qui est appelé à la succession, pour le mettre un petit peu en demeure, soit d'accepter ou de refuser la succession, sachant qu'il y a un délai de 2 mois pour pouvoir l'accepter ou la renoncer. Alors, après, il peut éventuellement tenir un délai, parce que bon, après, il y a peut-être des questions de recensement d'actifs, etc. Mais bon, voilà, je ne veux pas trop rentrer dans le détail sur ces questions-là. Mais enfin, voilà, un petit peu, c'est important aussi de connaître un petit peu ce dispositif qui peut permettre de sortir un petit peu de situation où en fait on ne sait pas trop la personne qu'on a en face de nous, est-ce qu'elle va accepter ou pas. Alors, bien évidemment, c'est des choses qu'on fait un petit peu en dernier recours, mais parfois ça permet de débloquer des situations qui sont très embêtantes. Merci Jean-Charles. Donc, il y a un dernier point qu'on voulait aborder avec vous. Jean-Charles, tu l'as évoqué, c'est la question des biens immobiliers. Voilà, Christelle, pouvez-tu nous dire en quelques mots, en fait, nous parler de ces fameux biens immobiliers, il faut les faire évaluer, comment, par quels moyens, pourquoi, faut-il plusieurs évaluations et quel est l'intérêt d'avoir plusieurs évaluations, auprès de qui demander ces évaluations? Alors, je reprends ma casquette d'enquêtrice, après avoir fait l'inventaire et avoir essayé de récupérer un maximum d'informations. Il faut faire évaluer ces biens immobiliers. Alors, c'est toujours un peu délicat parce que c'est très souvent dans des régions qu'on ne connaît pas. Voilà, on ne connaît pas le marché, puis ce n'est pas forcément non plus notre spécialité que de faire de la transaction. Donc, la plupart des associations demandent à ce qu'il y ait 2 évaluations qui soient faites par 2 professionnels différents. Le premier réflexe, c'est le notaire qui règle la succession. Ils sont de plus en plus nombreux maintenant à avoir des services de négociation. Donc, ça peut déjà donner une idée. Pour ma part, je demande toujours une évaluation faite par une agence que j'ai choisie moi, de manière à avoir un avis qui soit neutre et qui ne soit pas en lien avec le notaire. On peut aussi, alors ça peut arriver, hein, moi j'ai déjà vu des cas avec des fourchettes extrêmement larges, des gros écarts. Donc, je peux éventuellement faire appel à des sociétés qui sont spécialisées dans l'évaluation. Alors, c'est moyennant finance, hein, on va pas non plus, c'est jamais gratuit. Il y a le Crédit Foncier qui faisait ça à une époque. Et l'avantage, c'est qu'ils sont neutres et qu'ils ne font pas de transactions. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à ce que ça soit à tel prix ou à tel prix, parce qu'ils n'ont pas un portefeuille d'acquéreurs éventuel qui voudrait acheter ce bien. Alors moi, honnêtement, je le préconise dans les cas vraiment particuliers où il y a une difficulté d'évaluation. Moi, je préconise aussi de faire tous les diagnostics avant la mise en vente, parce que très souvent, les agences, les notaires et autres nous donnent une valeur, et puis quand on veut faire les diagnostics, on s'aperçoit que l'assainissement n'est pas conforme, qu'il y a une petite facture de 14 000 € pour mettre aux normes, et l'acquéreur tousse, et on se retrouve à devoir négocier, alors que notre gouvernance a accepté une valeur antérieure. Donc, c'est toujours compliqué. On peut éventuellement aussi aller, il y a le site Meilleurs Agents qui a des informations qui ne sont pas trop mal. En plus, on peut vraiment affiner les choix. Et je pense qu'ils travaillent avec la base des notaires, accessoirement. Vous pouvez demander aussi aux notaires qui font partie du réseau Expert Immo. Vous avez plein de notaires qui font de la négociation, qui sont affiliés à un réseau, qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent vous faire aussi des évaluations qui sont tout à fait valables. Et vous pouvez, en dernier recours, mais c'est moyennant finance aussi, demander une évaluation à la Chambre des notaires locales qui va vous faire cet avis de valeur. Alors, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail des modes de mise en vente, mais notamment, il y a les ventes par adjudication. Dans ce cas-là, c'est la Chambre qui fait l'évaluation. Donc, dans ce cas-là, le coût est amorti par l'opération qui est faite derrière. Et puis, on peut aussi aller sur le site des impôts. Moi, j'y vais avec mon compte personnel et on peut accéder aux évaluations des biens. Ça, c'est pour les biens qui sont en ville. On est souvent confronté aussi à des petites parcelles qui se trouvent à la campagne.
L'avantage aussi de faire l'inventaire, c'est que ça permet de rencontrer éventuellement le maire, de rencontrer éventuellement les voisins, parce que très souvent, les voisins sont intéressés. Ça permet de savoir si les parcelles sont louées, parce que soit il y a un bail et là, tout va bien, mais quand il n'y a pas de bail, que c'est une location verbale, on est bien embêté. Et sauf à aller sur place, on ne peut pas le savoir. Et dans ce cas-là, il faut contacter la SAFER, qui est la grande spécialiste des parcelles, notamment agricoles, qui éventuellement peut se charger de l'évaluation et de la vente. Il y a un petit fascicule, enfin un gros fascicule d'ailleurs, qui est vendu par la SAFER avec des évaluations par département suivant le type de bien. Ça peut vous permettre aussi de savoir comment évaluer le bien. Vous pouvez aussi demander tout simplement à la mairie. Très souvent, les maires sont capables de vous dire ce que ça vaut et puis vous dire même s'il y a des gens intéressés. Voilà. Et puis, quand même, à savoir, les domaines ne font plus d'évaluation depuis à peu près 5 ans. Un temps, on leur demandait les évaluations pour les biens qui étaient supérieurs à 100 000 €. Aujourd'hui, ils n'acceptent plus de les faire, sauf dans des cas très, très particuliers, suivant les départements. Et puis, à noter aussi qu'il faut bien demander aux agences, quand on passe par des agences, le montant de leurs honoraires et quand ils vous donnent un avis de valeur, est-ce que c'est honoraire compris ou est-ce que c'est du net vendeur? Parce que quand on est en province, souvent, ça tourne entre 10 et 12% les honoraires, donc ça impacte quand même sévèrement le prix. Et quand on est dans des grandes villes, on tourne aux alentours de 5% TTC, voire un peu moins quand vous avez affaire à des réseaux autonomes. Voilà. Juste une petite parenthèse, parce que j'ai eu pas mal de questions. Qui fait quoi quand on est plusieurs associations? Alors, en règle générale, on essaye de se parler. Et puis, il y a toujours ce que j'appelle moi une tête de pont, c'est-à-dire une association qui, sur tel dossier, va prendre la main et avancer. En contrepartie, sur un autre dossier, l'autre association prendra la main. Ce que je vous conseille aussi, c'est dans tous les cas, les notaires nous opposent de plus en plus le secret professionnel et font des mails à chaque association personnelle. Donc, ils ne font quasiment plus de mails globaux avec tout le monde pour des questions de secret professionnel. Moi, je vous conseille clairement dans le premier mail ou le premier courrier que vous faites au notaire de dire que vous êtes tout à fait d'accord pour que vos coordonnées soient communiquées à vos collégataires. Et si tout le monde fait ça, ça permet d'avoir une belle fluidité dans les échanges et que tout le monde soit au même niveau d'information plutôt que de se courir après. Et voilà. Et puis, la meilleure solution quand on est plusieurs, c'est de se téléphoner. Maintenant, on a des moyens modernes, la visio, etc. Et de faire des points réguliers sur les dossiers pour se mettre d'accord qui fait quoi. Voilà. Merci Christelle. Donc, on va aborder un nouveau temps de questions-réponses. Voilà, en sachant que on a pris le parti de ne voir que certains points. Comme dit, il y a un jeu de 43 questions-réponses. Donc, c'est assez précis. On a même essayé de, voilà, au-delà d'une réponse de bon sens, on a mis également des points juridiques. En sachant que si les questions ont été abordées, c'est qu'elles posent en fait pas problème, mais qu'elles demandent voilà, un petit peu d'investigation et que quand il n'y a pas lieu de réfléchir très loin, entre guillemets, que le droit est clair, on a fait le choix avec Christelle et Jean-Charles de ne pas les aborder. Donc effectivement, là, je vois qu'il y a pas mal de questions. Effectivement, 34 questions qui ont été posées. Est-ce que tu veux qu'on commence par celles qui ont été posées au début? Comme nous, on l'a fait au fur et à mesure. Claire? Alors, il y en a, je les ai enlevées au fur et à mesure. Donc, normalement, toutes celles qui sont là n'ont pas été déjà répondues. Il y en a une sur les comptes à l'étranger. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu, celle-là. Celle-là, donc, sur les comptes, notamment à l'étranger. Alors, je ne sais pas. Alors, sur les comptes à l'étranger, simplement une toute petite chose. Il est clair que lorsqu'on est légataire universel, on vient au droit du défunt et on se retrouve parfois avec des situations, cette personne peut effectivement, surtout maintenant, parce que les gens bougent beaucoup plus qu'avant, peut avoir des comptes à l'étranger. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut quand même se soucier de savoir un petit peu ces comptes à l'étranger, s'ils ont été déclarés fiscalement par le défunt en France. Donc, ça, c'est vraiment un élément important, parce qu'il y a quand même des amendes fiscales si ce n'est pas fait.
Bon, on en a beaucoup parlé dans une actualité maintenant qui n'est plus vraiment récente, avec des comptes un petit peu cachés, etc. Mais il faut être vigilant sur ce type de questions, hein. Et effectivement, ça nécessite d'être accompagné par un professionnel, un avocat qui est un petit peu spécialisé sur ce type de questions. Parce que bon, là, on est quand même dans un domaine qui est quand même assez pointu. Voilà, un petit peu pour cette histoire. Voilà, oui, en sachant que, comme le dit Jean-Charles, la question des comptes à l'étranger voilà, fait couler beaucoup d'encre. Mais d'un autre côté, voilà, si toutes les déclarations étaient faites en temps et en heure et que le défunt était en règle, évidemment, voilà, rien n'empêche de récupérer les fonds, quoi. Enfin, c'est quand même, il faut aussi envisager le cas qui est le plus courant où il n'y a pas eu de fraude, ou si ce n'était pas fraude, oubli de déclaration. Moi, ce que je recommande un petit peu à titre de préconisation lorsqu'on a connaissance d'avoir à l'étranger, parce qu'il est bien évident que savoir si le défunt a déclaré dans ses déclarations fiscales ses avoirs, ce n'est pas forcément évident. Par contre, ce que je recommande, c'est d'écrire aux impôts en France pour établir la bonne foi avant de débloquer les fonds à l'étranger. Donc ça, c'est important. Et puis après, bon, on voit un petit peu les choses, on tire le fil au fur et à mesure, mais voilà. Voilà, alors une question, Jean-Charles, faut-il justifier les motifs de la renonciation au legs? Alors non, il n'y a pas du tout de motif à donner, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des renonciations qui seraient justifiées ou injustifiées. Lorsqu'on accepte une succession, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais on n'a pas à donner ses motivations, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel on exerce vraiment une très très grande liberté. Donc, il n'y a pas de motivation. Merci. Et que faire s'il n'y a pas de retour du tribunal voilà, quand il y a renonciation, malgré de nombreux courriers de rappel? Alors, ce qui peut arriver, effectivement, et ça, c'est un petit peu le malheur un petit peu de notre justice qui est un petit peu parent pauvre, hein. Donc, effectivement, dans ces cas-là, il faut relancer le greffe afin d'avoir ce récépissé. Bon, je suppose que dans ces cas-là, c'est parce qu'il y a un manque de personnel ou du retard, mais il faut vraiment, bon, effectivement, avoir ce récépissé, c'est important, hein. Donc, ou éventuellement s'assurer, aller sur place pour s'assurer déjà que la déclaration a été portée sur le registre. Mais effectivement, de toute façon, il faut, dans ces cas-là, relancer les patients. Alors après, j'ai lu quelques questions qui sont à la fois d'ordre éthique et presque, je dirais, de bon sens. C'est-à-dire qu'on a essayé de répondre à un maximum de questions. Après, il y a des, en pratique, c'est une question de bon sens. On ne peut pas, voilà, on peut pas apporter une réponse à tout. C'est à l'organisme de réfléchir et de décider ce qu'il fait dans certains cas. Et en ce qui concerne l'éthique, hein, notamment, un bénévole ou un salarié peut-il faire l'acquisition d'un bien? Ben non. Enfin, voilà, ça rentre dans les règles éthiques à poser par l'organisme quand il commence à y avoir des legs qui arrivent. Et puis ça pourrait poser un problème vis-à-vis de la Cour des comptes, hein, tout simplement, le fait qu'un membre de l'organisation, enfin l'association achète un bien. Je pense que la Cour des comptes tousserait sévèrement si c'était le cas, et en tout cas, si ce n'est pas bordé de façon à être sûr qu'il n'y a pas eu un avantage. Voilà, chez nous, en tout cas, ce n'est pas possible. Clairement, c'est non. Voilà. Après, on retourne à des questions plus pratiques. Ouais. Alors, à savoir si l'estimation de la SAFER est payante, normalement, non, elle ne l'est pas. C'est la purge du droit de préemption en urgence qui est payant par les SAFER, mais normalement, les estimations de SAFER non, ne sont pas payantes. En tout cas, moi, ils ne m'ont jamais demandé le moindre centime. En revanche, suivant les départements, ils sont plus ou moins rapides, plus ou moins efficaces. Voilà. Mais après, avec des coups de fil, tout se règle, hein. Je suis partisane, le courrier, c'est bien, mais à un moment donné, il faut prendre son téléphone et puis appeler les gens, leur expliquer la difficulté et leur dire pourquoi on est là, et leur expliquer que c'est pour faire du bien qu'on a ces problématiques. Voilà. Alors, il y a une question en fait, qui est posée sur la question de savoir si il est possible de modifier l'objet d'un legs, en fait, hein, donc en dessiner un peu les contours. Alors, la réponse est oui. Maintenant, en fait, en tant que, effectivement, quand on est légataire universel, on peut éventuellement, effectivement, donc faire un cantonnement du legs. Maintenant, en tant qu'association, il est bon. Je vous dis, ce qui est important, c'est le respect de la volonté
défunt. Alors, effectivement, c'est une possibilité qui est donnée par la loi, hein, bien évidemment. Maintenant, il faut quand même, je trouve, être prudent avec ce type de disposition. Alors, pourquoi? Parce que ça serait assez malvenu, par exemple, parce qu'il y a des biens, personne ne veut, je ne sais pas, la voiture qui est une épave qui est au fond du jardin, ou je ne sais quoi, dire, ah bah non, bah, je prends mon legs, donc ça, je choisis, etc. Il y a un côté quand même un petit peu gênant. C'est un dispositif qui existe, hein, qui peut avoir un intérêt parfois, bon, qui a été fait plus au début, qui s'est déployé à partir c'est fait au profit du conjoint survivant. Hein. Vous pouvez comme ça découper les contours de son legs et donc, le bénéfice du cantonnement se faisant au profit donc, des héritiers par le sang et des enfants. Bon, ça a été élargi, hein, donc effectivement, ça existe. Maintenant, voilà, à utiliser, je pense, avec la parcimonie. En fait. Alors, Christelle. Oui, il y a une question sur les avis d'imposition IRPP. Ce qu'il faut savoir, c'est que le notaire n'a pas à faire la déclaration d'impôt sur le revenu du défunt, ou en tout cas, s'il le fait, c'est hors mission, donc il peut le faire en réclamant des honoraires. C'est à nous de le faire et c'est à nous, enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui doit le faire. Et il faut se préoccuper effectivement de récupérer l'avis d'imposition dans la boîte aux lettres du testateur de manière à avoir le maximum d'informations et demander au notaire qui a normalement interrogé toutes les caisses de retraite et les banques qui nous communiquent tous les éléments, y compris, alors s'il y a un curateur ou un tuteur, demander aussi au tuteur ou au curateur qui nous donne les éléments qu'il détient, notamment les frais de dépendance si la personne était en maison de retraite. Et il faut effectivement faire cette déclaration d'impôt sur le revenu, l'envoyer par courrier, hein, parce que du coup, on ne peut pas dématérialiser, à l'administration fiscale en expliquant, faisant une petite lettre d'accompagnement et un extrait de décès et demander à ce que l'avis d'imposition nous soit adressé. Pour ma part, j'envoie aussi, je fais une simulation de l'impôt que j'envoie au notaire pour qu'il puisse éventuellement tenir compte au passif, en tout cas qu'il conserve les fonds pour pouvoir payer avec le pot commun plutôt que de devoir courir après tout le monde pour que chacun paye sa quote-part un an. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui, avec les nouvelles procédures d'imposition, ça va être facilitateur, puisque si on a prélèvement à la source directement par le service des impôts, bon, il devrait y avoir des reliquats moins importants si on est à jour. Bon, voilà, mais c'est à voir à l'avenir parce que c'était mis en place il y a peu de temps. On risque de se retrouver plutôt avec un crédit à récupérer, puisque si la personne notamment est décédée sur le premier trimestre, au premier semestre de l'année, sauf cas particulier, il y a peu de chances qu'elles soient imposables et du coup, tout ce qui aura été prélevé devra être restitué. C'est une question éventuellement à se poser réellement. Mais la question également, c'est si la personne était complètement dématérialisée, c'est de pouvoir récupérer les codes, de pouvoir avoir accès à la plateforme. Voilà. Alors, c'est partie de la gestion des données du défunt. Absolument. Et si on ne peut pas y accéder, il suffit de faire un petit courrier à l'administration fiscale qui nous envoie le document papier. Voilà. Ça permet aussi de retomber sur ses pieds. On a une question en fait dans le fil concernant la différence entre un legs et une donation. Alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé la question très rapidement. En fait, un legs, c'est une disposition de dernière volonté qui s'exécute au décès du défunt. Hein, c'est un acte à titre gratuit. Et une donation, c'est un acte qui est fait de son vivant et qui n'est pas révocable dès qu'il a été passé. Alors que le legs du vivant du défunt, il peut tout à fait changer d'avis et d'où les développements qu'on a eus sur les différents testaments, etc. Donc c'est important. Et la notion de libéralité, on peut terminer par ça, en fait, englobe également les assurances. Libéralité, c'est donation, legs et assurance. Voilà, la notion, même si l'assurance vie est à traiter. Oui, un peu à part. Un peu à part. Voilà, dans le fil il y a une question, oui, d'Alexis sur les actes d'état civil suite à Comedec. Non, il n'y a pas de solution magique pour récupérer les extraits de décès, notamment. Moi, je les demande soit au notaire, soit aux compagnies d'assurance. Éventuellement, je fais une demande courrier où j'appelle la mairie. Et en général, ils sont très compréhensifs. Et ils nous les transmettent. La même chose pour les extraits d'actes de naissance. Si on en a besoin, voilà, moi je fais des demandes directes aux mairies, ça prend un peu de temps par courrier, mais il n'y a pas de solution autre que de le faire à l'ancienne. Voilà. Il y a aussi une question sur la notion d'affectation, on en a parlé. Oui, tu veux.
Oui, alors il y a quelqu'un qui pose la question de savoir un petit peu, préciser que si l'objet d'un legs est une affectation. Là. On est passé un petit peu rapidement sur cette question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, lorsque un leg est fait au profit d'une association et qu'il n'y a pas de mention autre, en fait, le leg est fait au profit de l'association pour la réalisation de l'objet de l'association. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui arrive, merci pour cette question, ça permet de repréciser les choses. C'est qu'en fait, on a un leg, mais pour faire une chose qui n'a rien à voir avec les missions de l'association. Et c'est là où en fait se pose le problème de la capacité juridique à recevoir ce leg. Parce qu'effectivement, enfin voilà, alors après, bon, il ne faut pas être trop tranché parce que bon, on est dans un domaine où la jurisprudence règne et effectivement, il peut y avoir beaucoup de nuances, mais disons qu'il y a quand même une question qu'il faut se poser. D'accord. Alors, je vois également une question d'ordre fiscal qu'on n'a pas du tout abordé parce qu'on est parti du principe, hein, là on est vraiment dans une FAQ et pas sur les capacités, comme le soulignait Jean-Charles, civiles ou dites fiscales à recevoir un leg. Juste, je souligne que l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, c'est précis. Enfin, les organismes qui sont exonérés sont expressément cités à l'article 795 du Code général des impôts. Si l'organisme n'est pas cité à l'article 795, il n'est pas exonéré de droits de mutation à titre gratuit. Le cas de l'association loi 1901, qui, sous certaines conditions, a une capacité civile à recevoir un leg aujourd'hui, n'est pas exonéré de droits de mutation à titre gratuit par le Code général des impôts. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a notamment les fondations reconnues d'utilité publique, les associations reconnues d'utilité publique, les fonds de dotation, les associations cultuelles, les congrégations, voilà, et un certain nombre d'autres. Mais il n'y a pas, voilà, l'association, simplement loi 1901, l'association de bienfaisance est aussi expressément citée depuis 2 ans. Avant, c'était par, en fait, tolérance administrative, mais ça a été mis au Code général des impôts. Voilà, donc c'était à souligner. Alors oui, question qui revient souvent, est-il possible d'obliger un assureur, un gestionnaire d'assurance vie de nous transmettre la clause bénéficiaire dans son intégralité? Ça, le jour où on y arrive. C'est ça. C'est quasi mission impossible, puisque c'est le secret professionnel qui nous est opposé. Moi, je bloque le dossier en règle générale, c'est-à-dire que je n'envoie aucun document tant que je n'ai pas les informations. Voilà. Donc, ça peut durer longtemps, mais ça finit par marcher en règle générale. Voilà. De bloquer. De bloquer. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les compagnies d'assurance vie ont un délai pour délivrer les fonds et après, c'est des pénalités. Donc, en fait, là, on essaie de jouer la montre contre elles. Et voilà. Et à chaque courrier que je reçois me relançant, je les relance en leur disant « je vous rappelle que je vous ai demandé » et on peut jouer au ping-pong comme ça longtemps, mais en général, ça finit par marcher. C'est un jeu de patience. Bon. Alors, aussi, il y a une question, il y a une question sur si le testateur a demandé à ce qu'on crée un refuge animalier dans la maison et qu'elle est en plein milieu d'un lotissement et que ce n'est pas possible, il n'y a qu'une solution. C'est renoncer au leg, puisque ce n'est pas possible. Donc, il y a pas de... pour moi, là-dessus, il n'y a pas de discussion. On ne peut pas respecter la volonté du testateur. Après, ça dépend de... Oui, c'est une charge qui est très précise. Donc, s'il y a un exécuteur testamentaire, est-ce lui qui fait tout le travail, inventaire, concession, démarche administrative? Alors, effectivement, merci pour cette question parce qu'en fait, on a parfois donc, des testateurs qui disent voilà, je vais faire plaisir à quelqu'un, j'ai bien pensé à lui, donc je vais nous nommer exécuteur testamentaire. Et en fait, on se rend compte que, après, dans la pratique qu'on peut avoir les uns les autres, c'est qu'on a des exécuteurs testamentaires qui se retrouvent avec un fardeau assez important et qui ont du mal un petit peu à faire face. Alors, quand on est légataire universel, évidemment, on peut suppléer, enfin l'aider et faire en sorte que les choses puissent bien se passer en termes de gestion, mais effectivement, l'exécuteur testamentaire, en fait, voilà, il faut faire preuve d'un petit peu de prudence. Lorsqu'on a un légataire universel, de toute façon, il n'est pas nécessaire de nommer un exécuteur testamentaire. Et je pense que c'est pas forcément. On peut gratifier quelqu'un pour lui dire voilà, j'ai pensé à toi, lui donner quelque chose, mais le désigner légataire exécuteur testamentaire, je pense pas que ça soit une très très bonne idée. Donc, je pense que ça, c'est dans le cadre de l'accompagnement des legs, c'est important de souligner un petit peu ce point éventuellement avec les testateurs. Voilà, je pense qu'on a encore 5 minutes, hein, Claire.
Oui, on a 5 minutes. Voilà, donc, bon, oui, je vois qu'on vous revenez sur la question des comptes à l'étranger. Quand la déclaration n'a pas été faite à l'administration fiscale et qu'on le sait, Jean-Charles l'a dit, il faut le faire. Ça a un coût. Utiliser les services d'un avocat spécialisé là-dedans. Voilà, et si jamais les pénalités étaient trop importantes, dans ces cas-là, peut-être renoncer. Bon, en fait, c'est au cas par cas qu'il faudra traiter. Mais on ne peut pas ne pas s'occuper de faire cette déclaration. Si on souhaite récupérer l'argent, il faut faire les démarches et payer les pénalités qui sont lourdes. Voilà. Alors, j'essaie de trouver une question qui ne prend pas trop de temps sur la présence d'un représentant de l'association à l'inventaire, oui, c'est très, très recommandé. Il faut à mon sens, il faut au moins qu'une association soit présente et représente éventuellement les autres, mais laisser le notaire seul faire son inventaire avec son clerc et le commissaire-priseur, voilà, c'est… Et je pense qu'en fait, c'est vraiment aussi un message à faire passer auprès de nos gouvernements respectives. C'est que le fait de se déplacer en inventaire, alors effectivement, ça prend du temps, mais ce n'est pas une perte de temps parce qu'en fait, on gagne beaucoup de temps sur le dossier après par la suite parce que effectivement, lorsqu'on va à un inventaire, on est actif, on recherche des éléments. Ça permet aussi de mieux rentrer dans la compréhension de la succession, aussi des biens immobiliers. Des fois, on peut vous raconter les choses en long, en large et en travers. Si vous n'avez pas allé sur place, vous ne pouvez pas comprendre les choses et bien situer les choses. Donc, c'est vraiment l'inventaire quelque chose d'important. Alors, je sais que dans certaines structures, c'est compliqué de se déplacer en inventaire parce que bon, il y a un manque d'effectifs ou c'est pas dans la culture de la maison. Mais c'est important de sensibiliser, en tout cas, vos responsables sur l'importance, effectivement, de pouvoir se déplacer en inventaire. Oui, puis ça permet je pense que les voisins, là, moi, j'ai un cas actuellement. Le fait que je me sois déplacée, que les voisins m'aient vu, qu'on ait pu parler, ne serait-ce que de l'entretien du jardin parce qu'ils avaient peur que les feuilles tombent sur leur pelouse, etc. Ça travaille pour la notoriété de nos associations. Je trouve que c'est un peu violent d'accepter le legs sans s'être déplacé. Voilà. Au niveau de la notoriété des associations, ce n'est pas forcément formidable. Voilà. Alors, il nous reste 3 minutes. La référence de l'article exonérant les organismes, c'est bien l'article 795. Alors après, oui, je vois les impacts principaux de la réforme comptable. Je pense que le sujet est un peu vaste. Oui, on va peut-être aller là. C'est trop vaste, mais qu'elle n'est pas finalisée. Donc voilà, parce qu'il y a encore des choses qui risquent de sortir un petit peu. Donc je pense que voilà, c'est pas le lieu en fait. Oui. Voilà, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire presque complet, mais pas uniquement. Voilà, mais en mettant, là, je donne l'idée, en mettant autour de la table des commissaires aux comptes, les experts comptables et les responsables libéralité. Ça pourrait être très intéressant. Une toute petite chose concernant un petit peu la mise en place de la réforme comptable, c'est qu'au niveau libéralité, on est amené à discuter, à échanger régulièrement avec les comptables, les experts comptables, etc. Et il est important d'avoir une grammaire commune, parce qu'en fait, on n'est pas câblé de la même manière, on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas le même référentiel. Et il est important aussi de bien resituer les choses. Effectivement, il y a un travail à faire, parce que la comptabilité, qu'on le veuille ou non, c'est du droit avant tout, parce qu'on qualifie les biens, on les rentre dans une catégorie ou pas dans une autre, etc. Et puis, en fait, nous, on est là pour appliquer le code civil aussi. Donc voilà, donc il y a des enjeux, effectivement, qu'il faut pouvoir poser tranquillement, mais ça demande effectivement de développement plus important. Je vous propose de conclure le webinaire. Oui, il y a encore des questions. Il y a encore beaucoup de questions, effectivement. Il a suscité beaucoup d'interactions. C'est super. Un grand merci à vous, Jean-Charles, Anne-Sophie, Christelle, pour votre travail sur cette FAQ, pour votre participation aujourd'hui au webinaire. Je vois beaucoup de compliments dans les commentaires qui passent. Effectivement, votre intervention a été très claire et très riche. Nous espérons avoir répondu à un maximum de questions et de toute façon, vous pouvez retrouver la FAQ complète sur le site de Franc Générosité et le replay sera aussi en ligne. Et si vous avez envie de rejoindre Christelle et Jean-Charles dans le groupe de travail Libéralité
ou si vous avez envie d'accéder à d'autres ressources juridiques du syndicat, mais que vous ne faites pas encore partie de France Générosité, n'hésitez pas à nous contacter. On sera heureux de faire votre connaissance. Voilà. Et merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Merci à l'AFF d'avoir été partenaire sur cet événement. Merci. 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 Un grand merci, Claire. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.